Eh bien voilà, convergence et révolution culturelle. Sinon, les chemins de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Parce qu'il y en a, on ne cessera jamais de le dire, qui parlent de nous, mais contre nous, à telle enseigne que depuis des siècles, sinon des millénaires, le continent, notre très beau et riche continent, l'Afrique, continue à tirer le diable par la queue. Nous en avons marre. Il est temps que nous puissions ouvrir l'œil et le banc. Du coup, on sait que de par le monde, ça bouillonne. Le monde change, l'Afrique doit aussi changer. Aussi, nous ne pouvions laisser passer ce livre que nous avons découvert au mémorial Pierre Savournian de Brazza, de l'écrivain Laurent Mascar Ngoma, qui le présentait là-bas. C'était le samedi 1er juillet 2023. Et en tant qu'avocat défenseur de l'Afrique, panafricaniste engagé et déterminé comme Obambe Gakoso, nous ne pouvions ne pas l'inviter sur ce plateau pour demande d'explication. Lettre ouverte à la jeunesse africaine pour bâtir, s'il vous plaît, l'Afrique du futur. Et nous allons vous en lire un extrait pour vous en donner une idée, afin que sur ce plateau, avec tout ce beau monde, nous puissions décrypter cette lettre ouverte. Très chères jeunes africaines, très chers jeunes africains, dans le même temps, l'Afrique a connu des moments très difficiles dont nous voudrions vous proposer, ci-après, quelques grandes étapes. 1. Du 15e au 18e siècle, ce fut la traite des esclaves sur la côte atlantique. 2. Du 18e au 19e, l'exploration des côtes africaines. 3. Du 19e au 20e siècle, la colonisation. 4. 20e siècle, la domination coloniale se poursuit jusqu'à ce qu'elle marque la fin du multipartisme et le début du multipartisme et des régimes démocratiques ou politico-militaires. Selon le MES, près de 85% des décès dus au paludisme dans le monde en 2018 ont été concentrés dans 20 pays de la région Afrique de l'Ouest et en Inde. Le Nigeria a représenté à lui seul près de 24% de ces décès, suivi par la République démocratique du Congo, 11%, la République unie de Tanzanie, 5%, ainsi que l'Angola, le Mozambique et le Niger, 4% chacun. En outre, selon une publication de BBC, en 2016, 216 millions de cas cliniques ont été recensés, soit 5 millions de plus qu'en 2015. D'après cette publication, 90% de ces cas sont survenus en Afrique subsaharienne et un enfant mourait toutes les 2 minutes. Toujours selon ces sources, s'il vous plaît, c'est en Afrique qu'on trouve 3 des 5 nations les plus pauvres du monde, c'est-à-dire les 3/5 des populations vivent dans l'extrême pauvreté sur le continent. De ce fait, c'est en Afrique qu'est souvent orienté plus du tiers de l'aide publique au développement. Sur environ 1 milliard d'individus dans le monde, 55% de la population vit en Afrique subsaharienne, soit 600 millions en Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Seul un habitant sur 3 a accès à l'électricité. Et le tableau est encore plus sombre lorsqu'au-delà de l'accès, on se penche sur la fiabilité des sources d'électricité. Tout ceci fait de l'Afrique le continent le plus défavorisé au monde. Mais ce n'est pas tout. Plus de 100 millions d'enfants, s'il vous plaît, en Afrique, ne seront pas déclarés à l'état civil d'ici 2030, si rien n'est fait, selon l'UNICEF. Et un enfant sur 2 de moins de 10 ans ne sait pas lire dans les pays au sud du Sahara, selon les informations qui émanent toujours de l'UNICEF. De plus, il faut savoir que seulement 31% d'Africains ont accès à Internet haut débit. Et en matière de couverture en communication téléphonique, la norme n'est pas toujours atteinte. Cher invité, Laurent Mascar Ngoma, bonjour. C'est de vous ce que nous venons de lire. Vous étiez au mémorial le 1er juillet. Résumez pour les téléspectateurs ce qui s'était passé là-bas. Ok, merci bien, M. Bongo, et merci de m'avoir reçu à cette émission. Oui, en effet, le 1er juillet, nous avons présenté cette lettre ouverte à la jeunesse africaine
pour lancer le débat sur les grandes questions qui sont posées dans ce livre et également mener la réflexion ensemble sur ce qu'est l'Afrique, dans quel état se trouve l'Afrique et où est-ce que l'Afrique devrait aller, et avec l'aide de cette jeunesse. Voilà un peu ce qui s'est passé le samedi. La valeur de tout message, dépendant, comme on le dit toujours, étroitement de la qualité du messager, mesdames et messieurs, il sait que nous demandons à Laurent Mascagoma qui vous êtes, qui êtes-vous exactement, pour que nous sachions sur quel pied danser avec vous. Je crois que sur ce plateau, je suis écrivain. Écrivain. Mais ma profession, je travaille dans une organisation internationale et je suis expert des Nations Unies sur les questions d'environnement, de changement climatique et de développement durable. On nous a soufflé aussi que vous êtes presque toujours entre deux avions. Oui, c'est le travail qui m'oblige à voyager. Voilà. Vous avez déjà fait, on pourrait le dire, le tour du monde, ou à peu près? Oh, pas encore. Pas encore. Quelques pays ont été visités. Très bien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous avez comme ça là adressé une lettre ouverte à la jeunesse africaine? D'où c'est parti? Pour quelles raisons? Si on vous permettait de résumer votre pensée, vos motivations, vos objectifs en 10 minutes, en 5, 10, 15 minutes, que diriez-vous avant que tout ce beau monde représentant l'Afrique, sinon la jeunesse africaine, sinon les parents de cette jeunesse africaine, voilà, pour ne pas dire aussi les grands-parents de la même jeunesse, puissent décrypter avec vous l'ouvrage. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi avoir écrit lettre verte à la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique du futur? Je crois que peut-être parce que dans ma tête, je me sens toujours peut-être jeune, hein, et que le message que j'avais depuis que j'étais jeune, des ambitions et les rêves sur l'Afrique, peut-être sont restés intacts. Et par la grâce de Dieu, la fonction ou bien la profession dans laquelle je me suis engagé m'a amené à rencontrer plusieurs types de jeunesse. Des jeunesses de différents pays africains. Mon travail, à un certain moment, m'a mis beaucoup en contact avec ces jeunes. Et j'ai observé, j'ai discuté avec ces jeunes-là et j'ai compris qu'ils avaient le même besoin que moi j'ai eu quand j'avais leur âge. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai échangé avec eux, ils trouvaient intéressant ce qu'on discutait. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est mieux que j'écrive ça noir sur blanc, que plusieurs jeunes puissent avoir accès à ce message, surtout qu'ils puissent apprendre ce que notre jeunesse a été, la jeunesse de ma génération, ce que on a pu faire, les rêves qu'on avait, mais également ce que je considère être des erreurs de ma génération. Peut-être que ça aiderait cette nouvelle génération, parce qu'il y a des défis pour lesquels je pense, ça c'est mon avis, que ma génération, moi, on a échoué quand même. Et qu'il fallait donner la place à ceux qui viennent après nous, de comprendre ces défis et de les prendre à bras le corps. Et ça m'a amené donc à écrire cette lettre à la jeunesse. Alors, ils sont nombreux qui vous suivent au Congo, en Afrique et de par le monde. Si vous étiez demandé de résumer cette lettre qui leur est adressée, que leur avez-vous dit en 2 mots dedans? Je leur ai parlé d'où venait la situation de l'Afrique. Je leur ai présenté les défis du continent. Je leur ai présenté les 2 rendez-vous du continent que je considère un peu ratés. Et je leur ai parlé du 3e rendez-vous. Et ensuite, je leur ai posé des questions pour que nous puissions réfléchir ensemble
comment l'Afrique pouvait prendre sa première place. Alors, dernière question, avant de vous donner en pâture à Mac Bazar, Obabé Gakoso, Arnett et Yala. Enfin, il y en a 3 ici qui représentent la vieille génération. Alexis Bongo, Mac Bazar, Obabé Gakoso. Et il y en a 3, mesdames et messieurs, qui représentent la jeunesse. Donc, Christella Bemba, Dixon Klaus et Arnett et Yala. Donc, dernière question avant que nous n'ouvrions le bal à tout ce beau monde. Est-ce que vous croyez au futur de l'Afrique? Est-ce que quelque chose de positif va arriver? Ou bien, jusqu'à l'an 7000, il en sera de nous que tel que nous sommes aujourd'hui? Ah, mais je crois que si j'ai écrit, parce que je crois réellement à l'avenir de l'Afrique. Je crois réellement au potentiel du continent. Et je crois surtout à cette jeunesse qui est capable d'inverser la tendance. L'Afrique a tout. C'est un continent béni, avec ses ressources naturelles et avec les hommes. Et surtout avec les jeunes. Comme je l'ai dit au mémorial, qu'en 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé oui. Au monde. Et que par rapport à cela, on a un rôle à jouer, démographiquement étant les plus nombreux, on est supposé prendre le lead du continent et répondre aux besoins des Africains, mais aussi des autres humains sur la Terre. Alors, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, on n'est pas comme le 1er juillet, le samedi 1er juillet au mémorial, où c'était une présentation classique avec un présentateur, un critique littéraire, Fanatiki à la modération, sauf Gérard Ngoma. Sauf Gérard Ngoma Malanda à la critique, et le tout jeune Mavi Diabankana, c'est ça? Diabankana à la présentation. Ici, comme c'est pour ouvrir le livre au monde entier, donc c'est à façon de convergence et révolution culturelle que nous allons donc échanger carrément avec l'auteur, quitte à voir ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que nous en pensons. Et je sais que nous avons affaire ici à des gens expérimentés, à une jeunesse aguerrie et à une vieille génération non moins aguerrie. Sinon, on n'apprend pas à des vieux singes à faire des grimaces. Alors, s'il était ouvert, il vous était permis de parler. Qui prendrait la parole en premier et que diriez-vous? Eh bien, Mac Bazar, Romy Kokilas. Merci d'ouvrir le bal et soyez la bienvenue une fois de plus. Merci. Alors, d'emblée, je dirais, penser Afrique, c'est porter l'Afrique sur sa tête. Penser Afrique, c'est oser faire l'autopsie de l'Afrique, certainement. Et quand je vous ai suivi avec beaucoup d'attention, je me dis, voilà un monsieur qui a le mal certainement de l'Afrique, parce que si tout allait bien, il repasse à cette production. Donc, ensuite, vous interpellez la jeunesse. C'est une interpellation en fait, votre ouvrage. C'est un cri de cœur. Donc, vous avez une perception de l'avenir déjà, au regard de l'expérience qui est la vôtre. Question, quelle est la santé de l'Afrique que vous présentez dans ce livre? Certainement, vous avez une idée de cette Afrique, mais c'est quelle Afrique que vous êtes en train de lire? Quelle est sa santé? Quelle est sa situation actuelle, brièvement? Ensuite, quand vous interpellez la jeunesse, de quelle jeunesse s'agit-il? Est-elle apte? A-t-elle des aptitudes pour relever le défi? Peuvent-elles vous écouter? Sinon, que dites-vous de cette jeunesse d'aujourd'hui à la différence de la vôtre? Merci. Merci bien. Comme vous l'avez dit, oui, réellement, c'est un cri de cœur. Le défi peut être relevé par cette jeunesse, oui. Au regard de ce qu'il y a de disponible sur le continent. Mais comment je le prends au départ? Quel est l'état de santé de l'Afrique? Bon, pour moi, l'Afrique est le dernier continent au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je crois que M. Alexis nous a donné quelques chiffres. Bon, c'est un peu lié à ma déformation professionnelle, que ces éléments-là sont facilement obtenus et qu'on peut parler sur des faits, sur des rapports que des grandes institutions et des grandes organisations internationales ont écrits. Aujourd'hui, tous les rapports, le rapport sur le développement humain, le rapport sur l'accès à l'eau potable, à l'énergie, le rapport sur l'alimentation, montrent que
l'Afrique est toujours le continent dernier de la classe. Et donc, comme je l'ai dit, très peu ont accès à l'électricité, alors qu'on sait que l'électricité, c'est la base du développement même. Hein. Très peu ont de quoi manger. Nous savons combien de pays ici en Afrique, les gens meurent de faim. L'extrême pauvreté, les taux les plus importants sont en Afrique. Le système de santé sont ce qu'ils sont. Et nous savons qu'est-ce qui se passe sur le continent. Et je crois que l'état du continent n'est pas agréable. C'est ce qui se fait constater sur le nombre de jeunes qui meurent en Méditerranée. Ceux qui sont même prisonniers dans d'autres pays africains parce qu'ils quittent leur pays à cause du désespoir et ils partent. Donc, je me dis que c'est un continent qui est en train de subir un deuxième type d'esclavage, où ses fils et ses filles valides sont en train d'aller ailleurs à la recherche de l'inconnu. Ils ne savent même pas ce qui les attend là-bas. Et je disais à M. Alexis, ça fait 24 ans que je suis en Angleterre, je connais comment ces pays occidentaux-là fonctionnent aussi. Et dire qu'il y a un avenir pour les jeunes Africains en Europe, ils se trompent largement. L'avenir est sur le continent. Le futur est sur le continent. Oui, un cri de cœur parce que ces jeunes frères et ces jeunes sœurs qui sont entrés dans ce désespoir-là doivent écouter un autre message. Un message d'espoir, mais un message qui leur rappelle qu'ils sont entourés par une certaine richesse naturelle qui est venue de Dieu et que c'était une opportunité pour cette jeunesse de se ressaisir, de réfléchir et de chercher à trouver une réponse aux défis dont le continent fait face. Donc voilà un peu comment je le vois. Sont-ils capables? Oui, définitivement. Parce que déjà, il y a une partie de cette jeunesse qui nous épate tous déjà. Il y a des jeunes qui sont entrés dans des initiatives importantes et intéressantes et que cette jeunesse-là n'a besoin que d'être encouragée. Et une autre catégorie de jeunesse devait être accompagnée à faire la même chose pour que ça ne soit plus cette jeunesse qui erre un peu. L'errement de la jeunesse l'oblige à dire, tiens, il faut que je devienne politicien. Il faut que je suive un homme politique. Il faut que je rentre dans un mouvement de revendication pour trouver quelque chose. Alors que la valeur humaine, la valeur de cette jeunesse peut être démontrée dans des choses et les compétences, même naturelles, qu'ils ont pour avancer. Donc que ce soit leur jeunesse, que ce soit notre jeunesse, la différence n'est pas très grande. Sauf qu'aujourd'hui, moi je viens comme un aîné, comme un papa peut-être, leur dire, écoutez, à mon époque, voici comment on a été, voici ce qu'on a fait face, vous, à votre époque, voici ce qui vous attend. Et voilà, prenez la relève, quoi. Nous allons vous accompagner. Voilà. Christella. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Moi, j'aurais 2 questions à vous poser, mais je vais d'abord lire des passages du livre, si ça ne dérange pas. Ok, sur la page 9, il y a un paragraphe où vous dites « Aussi faut-il vous faire observer que l'heure n'est plus aux observations et autres réclamations mal placées, ni aux discours inertes et sans impact. » Et aussi sur la page 39, vous dites « La suggestion faite dans cette lettre est que la transformation significative de l'Afrique pourra se faire ou se fera en 3 phases. Première phase, 2020 à 2030, l'Afrique dans la décennie de la libération et de la refondation. Deuxième phase, 2030 à 2040, l'Afrique dans la décennie du déploiement. Troisième phase, 2040 à 2050, l'Afrique dans la décennie de confirmation. Moi, ce dont je me
les questions qui me viennent à l'esprit en écoutant ça, c'est que est-ce que ces phases dont vous êtes en train de parler sont-ils des prédictions? C'est-à-dire, est-ce que dans les années à venir, l'Afrique évoluera exactement de la manière dont vous le désignez dans ce livre? Et aussi, les revendications, les réclamations mal placées ou discours inertes et sans impact, quelles sont-elles? Quelles sont ces réclamations et discours inertes qui ne donnent absolument rien? Voilà mes deux questions. Ok, merci bien. Ce que j'appelle discours inerte et sans impact, c'est le discours qui consiste à accuser les gouvernants, qui consiste à accuser les parents, qui consiste à accuser les sorciers, qui consiste à parler des malédictions et des hôtels de famille qui ne partent pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver une raison pour justifier son état. Je crois que c'est ce que j'appelle discours inerte. On ne peut pas donner tort à quelqu'un, accuser quelqu'un, alors que tu sais toi-même quel est le vrai problème que tu as. Et ce discours devait s'arrêter. Je le disais, je crois, au mémorial, je dis, mais moi, je crois que le monde idéal, l'Afrique idéale que je rêve, c'est celui où on ne parlera pas de chômage. Parce qu'à dire vrai, le chômage n'existe pas. Chacun est capable de faire quelque chose. S'occuper, à réfléchir, à produire quelque chose qui serait utile à soi-même et aux autres. Et donc, à un certain moment, c'est une responsabilité que chacun devait prendre pour dire « je n'accuse plus mes parents parce que, semble-t-il, ils ne m'avaient pas envoyé à l'école ». La question n'est pas le diplôme. On voit beaucoup de diplômés en chômage. La question est que tu as grandi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? On ne t'a pas envoyé à l'école, d'accord, mais tu es mature, tu es un être humain, tu peux te débrouiller autrement. Donc ça, c'est quelque chose où j'interpelle les plus jeunes pour leur dire, vous savez, oubliez un peu ce que vous considérez être les raisons de votre échec. Faites votre introspection et avancez. Identifiez le problème. Une fois le problème identifié, essayez de le résoudre. Comme on le disait tout à l'heure, M. Bongo nous a fait la lecture de quelque chose, quelques éléments de l'Afrique. Chacun pouvait se retrouver et dire, bon, moi, je vais prendre tel défi. Moi, je vais aborder tel aspect. Moi, je vais répondre à tel défi. Ça occupe les gens. Bon, ce que vous avez dit sur la planification, bon, comme je l'ai dit, c'est un peu ma déformation professionnelle. C'est une proposition juste dans mon expression. Parce que pour moi, le cap, c'est 2050. En tout cas, la référence de l'ouvrage, c'est 2050. Parce qu'en 2050, on sera 10 milliards d'habitants sur Terre. Et nous, en Afrique, on sera les plus nombreux. Et parmi cette grande masse d'Africains que nous serons, 60% auront vers moins de 25 ans. Alors, déjà que nous sommes encore 7 milliards, on n'est pas encore les plus nombreux sur Terre, nous avons déjà des problèmes à nous nourrir. Nous avons des problèmes à nous vêtir. Nous avons des problèmes à avoir accès à l'énergie, à avoir accès à de l'eau potable. Alors, d'ici 30 ans, en étant les plus nombreux, sachant comment nous, les Africains, nous fonctionnons, ça peut être plus difficile. Alors, on se dit, si le cap est 2050, comment gérer ce temps-là pour qu'une fois que nous arrivons en 2050, que l'Afrique soit capable de jouer quand même son rôle de leader en nombre, mais aussi, nous savons, l'Afrique en ressources naturelles est très riche. Comment on peut jouer ce rôle-là? Alors, faisons une répartition. Donc, les 10 premières années que j'avais pris à partir de 2020, parce que ce livre-là, je l'avais écrit pendant le confinement de 2020. Et c'est venu à pic qu'en 2020, ça faisait 30 ans depuis 90 où on avait démocratisé les régimes en Afrique. Et donc, je dis, mais tiens, donc il y a encore 30 ans qui arrivent pour que l'Afrique soit le continent le plus peuplé.
pendant qu'on est moins peuplé, on a pu lire le tableau qui n'est pas le très sombre agréable. tableau. Et maintenant qu'on sera les plus nombreux, ça ressemblerait à quoi? Alors, donc, les 10 premières années, entre 2020 et 2030, l'idée, c'était de... Voilà, c'est-à-dire que la libération est d'abord mentale. Hein, que chacun essaie de se dire tout ce que je considérais hier comme les causes de mon échec, je les abandonne. Je me libère de ces poids inutiles-là. Je vais réfléchir sur moi-même. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux? Ensuite, et regarder autour de moi qu'est-ce que j'ai comme potentialité. Et que en 10 ans, si chaque jeune ou chaque jeunesse africaine pouvait le faire, c'est assez de temps pour que cette jeunesse soit informée et se forme. Pas toujours académiquement, mais sur tout ce qu'il y aurait comme opportunité identifiée. Alors, quand on... S'il vous plaît, je pense sur cette question de la jeunesse. La jeunesse que vous présentez, elle me paraît une jeunesse saisie hors des États. La réalité, c'est celle-là. Et vous nous avez bien spécifié que vous, ça fait des années que vous vivez dans la place de Londres, certainement. Vous connaissez bien l'évolution du monde, le développement du monde. Mais à la jeunesse africaine, vous avez l'impression de mettre la jeunesse africaine en face de son destin, ce qui n'est pas mauvais, cette interpellation. Mais qui donne des moyens à cette jeunesse? Voilà. Qui doit donner des moyens à cette jeunesse pour pouvoir s'épanouir? Vous connaissez bien la réalité des États africains. Les richesses sont les richesses de l'État. Des États. Le manganèse ou bien le coltan, c'est par exemple le coltan de l'État, la RDC. L'État, c'est ce qu'il doit faire avec. Par exemple, nous avons du pétrole. Mais est-ce que le jeune Congolais bénéficie de son pétrole? Est-ce que le jeune de la RDC bénéficie? Quelle est sa part dans la gestion du coltan, par exemple? Est-ce que les États mettent en musique les moyens? Je vous en prie. Mais la jeunesse congolaise, par exemple, cherche l'emploi. Qui doit lui donner l'emploi? Donc c'est là mon interrogation. Si tel est votre message à la jeunesse, quel est le message que vous portez aux États qui devaient créer les possibilités et les moyens? Merci bien. Ce message aux gouvernants viendra. Parce que l'erreur que je considère de ma génération à moi, c'est celle qui a eu trop d'attentes sur l'État. Et que l'État, pour la plupart des temps, nous a un peu déçus. Le message aujourd'hui à cette jeunesse, c'est plutôt de dire la part de l'État viendra. Mais il y a d'abord une décision personnelle à prendre. Aujourd'hui, on ne peut peut-être pas parler du pétrole, on ne parlerait pas du coltan. Non, on parlerait d'abord de ta valeur intrinsèque à toi. Je faisais rire les jeunes frères qui m'avaient posé un peu la même question. C'était mes amis du quartier qu'on a grandi. Je leur disais, bon, dites-moi les amis, qui parmi nous ici n'a pas de terre dans sa famille? Je dis tout Congolais, dans la famille, nous avons tous des terres agricoles. Et est-ce que prendre la décision de ne plus craindre les sorciers et d'aller prendre un lopin de terre au village et de planter des safoutiers ou des avocatiers, attendre 5 ans, ça ne poussera pas? C'était une façon de les provoquer, de dire, vous savez, là où nous pensons que l'État doit venir, intervenir, mais à un certain moment, nous avons besoin de commencer quelque part et l'État peut nous identifier. Et qu'on peut commencer par des petites choses. Moi, je vois, de par ma profession, il y a ces jeunes-là qui bénéficient d'un appui financier simplement parce qu'ils ont commencé une initiative qui a attiré l'attention de certaines organisations et qui sont venus pour dire, tiens, ce que tu fais, tu as besoin d'un appui. Donc il y a la phase où nous irons vers l'État pour dire, mais écoutez,
il y a une telle jeunesse qui est là, qui est capable de, il faut créer les mécanismes pour les appuyer. Même si l'État ne peut pas, mais il peut y avoir d'autres structures, d'autres organisations qui peuvent les aider indépendamment de l'État. La question la plus importante, est-ce qu'il y a la paix dans le pays pour que le jeune soit capable de réfléchir et de se dire « j'ai envie de me prendre en charge, voici l'idée que j'ai, voici le plan de ma vie, mais je n'ai pas d'aide ». En ce moment-là, comme je le dis toujours, quand tu veux commencer une affaire ou une initiative, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as d'abord besoin des idées. Savoir ce que tu veux faire exactement. Une fois que ton plan est fait, tu peux commencer à poser des questions aux autres. Grand frère, moi j'ai telle idée. Non, ton idée est inutile, laisse tomber. Grande sœur, ah tiens, oui, mais je connais monsieur Alexis, il peut, ainsi de suite. De fil à aiguille, ils peuvent arriver. Donc, ma lettre à cette jeunesse n'est pas une lettre pour leur dire « vous êtes responsable du développement de l'Afrique ». Là, c'est la prochaine phase. Mais pour le moment, je leur dis « ne regardez pas autour de vous pour vous développer ». Donc, c'est l'appel à une prise de conscience. Voilà. Prenez d'abord conscience de vous-même. Faites un bilan. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu veux aller? Et comment y parvenir? On pourra t'assister, on pourra t'accompagner. Comme je l'ai dit, regardons le nombre de jeunes qui créent des entreprises ou le nombre de laboratoires, des incubateurs, ainsi de suite, des initiatives qu'il y a dans le pays et dans différents pays africains qui peuvent susciter certains jeunes d'aller et pour avancer. Sauf que le discours qui leur a été donné est que si vous souffrez, c'est parce que ceux que vous dirigez gèrent mal. Ce pays ne va plus se relever, ce continent ne va plus se relever, abandonnez-le à l'ailleurs. Et ça leur donne déjà une attitude de braquage. Ils se disent, tout ce qui vient de ceux-là n'est pas de qualité. Même si, de l'autre côté, ils disent des choses correctes, ils disent non. Si ça ne vient que de M. Alexis, là, je n'écouterai pas. Et cette attitude les a amenés dans la situation où ils sont, où ils se disent, bon, mais c'est très simple. Hein. Si j'ai envie de réussir, je deviens militant d'un parti politique. Et ça, c'est pratiquement sur le continent où la plupart des jeunesses des nations africaines pensent que on peut rester tranquille et attendre une opportunité politique, devenir politicien, mais ce n'est pas la politique qui va développer le continent. Très bien. C'est vrai qu'on aurait voulu vous écouter encore plus, mais c'est Arnett, ensuite Dixon. Okay. Vous donnez le livre, s'il vous plaît. Oui. Je vous le prête. D'accord, me le prêter. Ok, d'accord. Déjà, merci beaucoup. Je retiens le micro. C'est vraiment une grande joie de vous avoir sur ce plateau, puisque nous sommes sur ce sujet. Il y a quelque chose qui m'avait interpellée ici. Excusez-moi le temps que je retrouve. Je crois que c'est la page 90 ou 91, là où l'on parle d'être maître de sa maison. 96, ok, d'accord. Donc, très vite. Très vite. Le micro, okay. Bambé. Merci beaucoup. Alors, déjà, vous avez su le dire avant même que je ne puisse intervenir, que ça fait des années que vous êtes à l'extérieur. Et j'ai aimé le fait que vous avez dit la jeunesse, en fait, la jeunesse que nous sommes doit prendre conscience qu'il n'y a pas d'avenir pour nous à l'extérieur du continent. Donc, l'avenir pour nous, c'est ici, là où nous sommes. Mais avant de continuer sur ça, je ne retrouve malheureusement pas. Vous avez écrit ici quelque part dans le livre sur... Est-ce que je vais... Bon, bref, nous avons l'impression, je vais peut-être retrouver ça après, nous avons l'impression, ou plutôt il y a une tendance actuellement aujourd'hui, que ceux qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire les grandes entreprises qui sont aujourd'hui, pour la plupart, les gens qui sont à la tête de ces grandes entreprises, si nous regardons de plus près, ce ne sont pas des Africains. Et si c'est une organisation où il y a des gens qui sont là, il y a peu de chances que nous retrouvons les fils de la terre, si je peux dire ça comme ça. Nous avons l'impression que
l'État même, si je peux dire ça comme ça, favorise en fait l'entrepreneuriat, si je dois appeler ça comme ça, pour des gens qui viennent de l'extérieur. Nous avons l'impression que le jeune, comme nous avons su le signer ici, qui va se lancer, qui va commencer à investir, n'aura pas tout de suite le soutien. Vous avez souligné des choses importantes que avant que l'État n'arrive et tout, il y a d'abord la prise de conscience que moi je peux faire. Mais nous avons l'impression que l'accès est plus favorisé pour les étrangers, disons ça comme ça. Si Monsieur Alexis ou encore Christella ici ou encore Dixon avec nous ici sur le plateau décide de se lancer dans un projet, nous aurons l'impression que tous les impôts vont tomber sur sa tête. Pas pour l'encourager, mais comme pour l'étouffer, pour l'empêcher en fait d'arriver peut-être à ce point où il va arriver. Mais c'est rendu facile pour toutes ces personnes qui arrivent de l'extérieur. Comment vous expliquez cela? J'ai un raisonnement jumeau à ce qu'elle dit. Et je voudrais ajouter ceci. Moi, je suis jeune. Votre message m'intéresse. Que diriez-vous sincèrement aux jeunes qui nous suivent et qui, pendant des années, comme moi, cherchent du travail, cherchent à promouvoir ce qu'ils font, mais ça ne marche pas. Ils toquent des portes, les portants sont fermés. Parce que c'est vrai d'adresser un message aux jeunes, mais après, il faut connaître de façon pertinente la réalité qu'il y a sur le terrain. Il y a des jeunes qui nous suivent. Je crains que les téléspectateurs se disent « Oui, c'est bien ce qu'il dit, mais on a l'impression qu'il ne connaît pas la vraie réalité que nous connaissions. » Vous voyez? Donc, que diriez-vous à ces jeunes qui nous suivent, qui pendant longtemps cherchent du travail, cherchent à promouvoir leur métier, cherchent à promouvoir ce qu'ils font? Que diriez-vous à ces jeunes? Ok, merci bien. Il est bien que je précise que les 15 ou 18 dernières années, je travaille en Afrique. Donc là, je suis sorti du Ghana. Avant, j'étais au Mali. Avant, j'étais au Burkina Faso. J'étais en Côte d'Ivoire. J'étais au Gabon. C'est super. J'étais à Sao Tomé et Principe. Ah ouais. Donc, quelle expérience. Donc l'Afrique, je connais. Les jeunes Africains, je les connais aussi. C'est parce que c'était pour épargner la madame et les enfants des voyages incessants qu'il fallait qu'ils se posent un peu quelque part. Le message est simple. C'est sur la base de cette observation-là que comment je t'appelle? Arnett a dit tout à l'heure. À un certain moment, c'est révoltant, où nous constatons que les compétences africaines et les compétences des Africains sont un peu mis de côté pour préférer d'autres compétences. Cela vient du fait qu'à un certain moment, on pense que le jeune Africain n'est pas à la hauteur de cette tâche-là. Moi, il y a des pays où je suis parti, on me dit, tiens, moi, on ne savait pas qu'il y avait des Africains qui pouvaient faire ça. Non, on est là, il y en a nombreux qui peuvent le faire. Alors, pourquoi il y a une préférence? Simplement parce que, à un certain moment, on méprise ce que nous avons. À un certain moment, on ne veut pas prendre ça en compte. Et c'est ce que je proposais dans les 10 premières années. Que la discussion soit faite, que les vraies questions soient posées. Parce que demain, être les premiers en nombre au monde demanderait que le leadership de la plupart des secteurs de développement du continent, sinon même du monde, puissent être des Africains. Le leadership de certains secteurs de développement dans les nations africaines soit des Africains. Le leadership des entreprises, des industries, et même que ce soit le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, que ce soit des Africains.
Et cela commence par une prise de conscience. Je faisais rire les gens dernièrement. Je dis, mais tiens, le jour qu'il y a eu la Tabaski, je voudrais acheter quelque chose. On y revient toujours. Par exemple, vous pensez que prendre le marché congolais, pour le cas du Congo, que nous puissions avoir des commerçants congolais, est-ce que ça a besoin de l'intervention d'un État? Moi j'ai mes propres neveux et autres que j'ai parlé avec eux. Je dis, vous savez, je sais, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des maîtrisards. Mais ça, c'est ce que vous avez appris à l'école. C'est ce que j'appelle un apprentissage par défaut. Tu l'as fait parce que les autres l'ont fait. Tu veux porter une cravate pour aller au bureau, ainsi de suite, ou les parents t'ont poussé. Mais il y a quelque chose en toi que tu es né avec. Des capacités, des compétences, des choses que tu fais sans forcer. Est-ce que tu ne peux pas commencer là? Est-ce qu'aller vendre du foufou au marché poserait un problème? Moi, on me dit que les Congolais sont très charismatiques. Donc, mais je suis en train de dire que c'est comme ça qu'on prend des secteurs où on est capable de se développer soi-même. Et donc, ça part de la prise de conscience. Moi, je le dis parce que j'ai été étudiant dans ce pays, mais je vendais les pains. Le soir, je pars à l'école. Le matin, je beurre les pains au coin de la ruelle. J'avais un kiosque. C'est parce que vous en venez là où vous êtes. Voilà. Donc à un certain moment, on n'est pas obligé de commencer avec des très grandes choses pour avancer. Alors, on a besoin de prendre à bras le corps les différents secteurs. Les secteurs économiques, au marché, moi ça me ferait plaisir. Hein. J'étais à Pointe-Noire, on faisait une tournée et nous étions en train de chercher des types d'huile que les canaux rapides utilisent, parce qu'on devait aller sur la Conquanti, aller observer quelque chose. Et à Pointe-Noire, c'était une des rares boutiques d'un Congolais qui en vendait. Et ce jour-là, je crois que j'ai laissé 5 000 de plus à ce jeune homme-là. Je dis, c'est ma contribution à ton activité. Parce que tout le couloir, ce sont nos frères africains, bien sûr, mais donc ça ne reflète pas ce que nous avons chez nous. Donc, il y a quelque part le niveau où on dit, tiens, je n'ai pas le soutien de ce que je fais. Ça, c'est un aspect. Mais ce que je fais, est-ce que ça a une qualité qui attire l'attention de M. Alexis? Parce que quand nous sommes le meilleur dans ce que nous faisons, nous produisons le meilleur de nous-mêmes, ça finit par attirer l'attention. Et donc, moi, je me dis que ce n'est plus une question de diplôme. Que même cette jeunesse-là oublie un peu les diplômes. Si la fonction publique dit « je ne recrute pas », le secteur privé dit « nous avons de la place, mais c'est limité », alors allons à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, la vie, ce n'est pas le diplôme. Il reste quand même le secteur informel. Voilà. Dans le secteur informel, on peut s'y mettre et commencer avec des petits moyens et avancer. Maintenant, comme je l'ai dit, l'avantage des nations africaines est que les organismes internationaux, les organisations internationales ou d'autres structures de développement, d'appui, sont toujours là. Parfois, c'est le manque d'information. Ah oui, on peut avoir la bonne information et ensuite s'en sortir. Donc, je ne trouve pas que ce soit une fatalité. Aujourd'hui, si un jeune est en train de faire une activité, il faut qu'il prenne le temps de bien réfléchir. Est-ce que c'est la bonne activité? Est-ce que c'est le bon secteur? Très bien. Obambe Gakoso, qui n'a pas encore parlé, ça fait 50 ans qu'il nous écoute. Obambe Gakoso. J'ai beaucoup noté. En tout cas, vous avez beaucoup de minutes. Bon, on va essayer. Monsieur Ngouma. Oui, bonjour. Non, Obambe Gakoso, finit d'abord. Tout le temps que nous on parlait, lui l'écoutait. Après, on ouvre le bal. Hein. Voilà. Monsieur Ngouma, on va commencer par les questions qui fâchent.
Les questions qui font. Alors, je prends la 4e de couverture. Dans votre présentation, il y a 2 ou 3 possibilités. Soit c'est votre éditeur qui a fait tout le travail, mais avec des éléments que vous avez fournis, ou c'est vous-même qui avez fait le travail et lui, il n'a fait que écrire. Alors, lorsqu'on dit « Il fut un grand activiste dans les mouvements de jeunesse et syndicats étudiants, virgule, membre de plusieurs initiatives et associations internationales, dont la WFI4A ». Ça, c'est l'acronyme, on est d'accord. Entre parenthèses, ça a été défini. Vous parlez couramment l'anglais, c'est très bien, le français, le portugais et les 2 langues nationales congolaises. Je suppose que les gens pour qui vous avez écrit ce livre en français lisent le français. Par contre, je pense qu'il aurait été intéressant de donner la définition en français de Water, Food, Energy for All. Même si on part du principe qu'on connaît peut-être, je pense que ça peut toujours aider. Alors ça, c'est la première des choses. Toujours dans cette présentation, il y a Africa Climate Action Initiative. Même chose, tout est en anglais. Alors, je continue. Vous avez parlé de la période 2020-2050. C'est très intéressant parce qu'à titre personnel, la prospective, ça m'intéresse beaucoup. Et non pas prédication, comme m'a dit Bemba, c'est différent. Parce que là, on est dans un autre domaine. Que vous ayez écrit pendant la Covid, c'est aussi une très bonne chose parce que c'est une période qui a été dramatique. On a perdu quelqu'un comme Jacob Desvarieux, par exemple, moi qui aime la musique. On a perdu Pape Diouf, moi qui adore le football. Et puis c'est Orlous Mabélé. Vous qui adorez la musique, oui. Ils sont nombreux. Le président Pascal Lissouba aussi, je pense. Non. Lui, c'est autre chose. C'est après, c'est autre chose. Alors, pendant qu'il y avait la Covid, c'est vrai, on pleurait nos morts, mais on riait aussi beaucoup parce qu'il y avait des situations plus ou moins ubuesques. Certains qui ne voyaient plus leur maîtresse, certaines qui ne voyaient plus les maris qu'elles empruntaient. Mais vous avez décidé d'écrire. Il y avait aussi du bon, hein. Les hommes étaient maintenant à la maison. Les hommes étaient à la maison, les femmes mariées étaient heureuses, mais les cheese a pleuré. Alors vous avez décidé d'écrire. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez fait votre prospective de 2020, enfin à partir de 2020, sachant que vous étiez en train d'écrire en 2020. À votre place, je pense qu'il eût été plus judicieux. Vous dites, j'écris maintenant. Au moment où le livre va sortir, ben, on décale un peu. Parce que j'ai vu, ici c'est marqué 2022, et quand j'arrive à la fin, c'est marqué 2023. Peut-être qu'il aurait été plus intéressant que vous marquiez première décade 2024 suivante, ainsi de suite. Bon, c'est une façon de voir les choses, parce que écrire en plein 2020, faire déjà des projections sur 2020, c'est un peu délicat, surtout que vous vous adressez à des acteurs qui eux-mêmes sont soumis à des gouvernants, à des gouvernements, etc., etc. Alors, le livre est intéressant pour ce que j'ai pu voir. Dernière question qui fâche, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de citations, c'est très bien. Moi, je vois Patrice Lumumba, Thomas Sankara et autres. Mais encore une fois, vous vous adressez à des jeunes, vous savez, qui ne connaissent pas forcément ces gens. Ça peut vous surprendre, mais on ne sait pas forcément. Il y a des gens qui vont à l'école Patrice Lumumba, mais qui ne savent pas qui est Patrice Lumumba. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de mettre, par exemple, Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, par exemple, pour chaque auteur cité. Bien. Alors, je ne sais pas si j'ai noté également. On va prendre ici. Voilà, merci beaucoup, Yana. Alexis, certes, nous souffrons, mais 1000 ans, c'est un peu trop. Il y a 1000 ans, nous étions prospères. Il y a 1000 ans, l'Afrique appartenait aux Africains. Nous étions, ah oui, voilà. Donc, la bonne vieille époque. Tu as été un peu trop dur avec nos aînés. Les souffrances ont commencé il y a quelques siècles, mais à 1000 ans, nous étions quand même très bien. Merci. Alors, Monsieur Goma, donc première question. Pourquoi vous vous êtes seulement adressé à la jeunesse et non pas à vos amis? Parce que vous êtes encore actif. Je ne sais pas si vous avez déjà 55, 65 ans, mais vous avez des idées, beaucoup de propositions. Vous aurez pu aussi vous adresser à vos contemporains. Bon, ouais, c'est possible. Hein. Bon, quand je parle de ma génération, je crois que je les associe. Je me dis que c'est notre génération qui parlerait un peu aux plus jeunes, mais quand j'observe également, dans ma génération, ce n'est pas tout le monde qui a eu les mêmes opportunités. J'ai rencontré des amis à l'université qui sont encore au chômage aujourd'hui. C'était triste, mais bon, que faire?
Je rencontre aussi des collègues qui se disent de la diaspora, qui se sont braqués, parce que je crois qu'ils ont mal perçu leur défi de jeunesse. Et du coup, la perception que j'ai de cette jeunesse-là n'est pas peut-être toujours partagée à leur niveau, parce que peut-être qu'on reviendra sur la question avec mes frères de la diaspora, qu'on discute souvent. J'ai pensé que ma génération à moi, on n'est pas tous au même diapason pour dire que les jeunes doivent être aidés, les jeunes doivent être accompagnés. Demain, c'est eux. Nous, on a peut-être cette manie de se dire que nous devons rester aussi longtemps et que les empêcher de venir. C'est dans ce contexte-là que je me suis dit, laisse-moi m'adresser aux plus jeunes, leur dire le peu que je sais, les petits défis qui les attendent, et peut-être qu'échanger avec eux et les accompagner. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous nous mettons de côté, non. Nous, on leur dit, le chemin que vous empruntez, on avait déjà emprunté cela, nous connaissons les défis, donc vous, c'est votre tour, allez-y, mais on va vous aiguiller un peu. Là où il y a des difficultés, discutons ensemble. Très bien. Maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, en plein 2020, j'étais en train d'écrire. Bon, la Covid aussi a participé en partie parce que le livre devait être publié en 2020. Ah. Et les éditeurs ont eu des personnes qui devaient faire la relecture. L'autre a fait 9 mois, l'autre a fait 6 mois. Ça veut dire que le travail était sérieux. Voilà. Très bien. Vous avez insisté au moins à 2 ou 3 reprises. Vous en parlez dans le livre et même dans votre propos du nombre. Je suis quelque peu en dissonance avec vous à ce niveau. Pourquoi? Il y a un pays, par exemple la Chine, qui prend ses responsabilités en termes de leadership de nation la plus peuplée au monde. Dans beaucoup de domaines, la Chine est leader. Semi-conducteurs, l'agriculture, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Le Nigeria a beaucoup d'argent avec son pétrole. Mais lorsqu'on parle de leadership sur le continent, souvent la voix du Nigeria ne se fait pas entendre. Et le Nigeria, on ne connaît pas la paix avec les problèmes de terrorisme. Très difficile d'être leader dans ce contexte. Même si on prenait le continent et qu'on le segmentait en zones, en Afrique centrale, nous avons la RDC, qui est le pays le plus peuplé, avec environ 80 millions d'habitants. Depuis bientôt 30 ans, la RDC est incapable d'assurer la paix dans ses frontières, notamment à l'Est. Là, encore une fois, le nombre ne suffit pas. Il y a quand même un contre-pied, c'est l'Éthiopie, très peuplée également, 80-90 millions d'habitants. Ils ont la plus grande, la plus vieille et la meilleure compagnie aérienne sur le continent, Ethiopian Airlines. Ils ont leur propre langue, l'amharique. Ils écrivent avec leur propre caractère. Enfin, ils ont tout pour être un leader. Ils le sont déjà dans leur sous-région. Et ils pourraient le devenir sur le continent, peut-être dans 20 ou 30 ans. Peut-être, on verra bien. Vous avez parlé du paludisme. C'est quelque chose de très intéressant. Lorsque j'étais petit, on disait que le paludisme était la première cause de mortalité en Afrique. Ça l'est toujours. Malgré les ravages du sida, même si la Covid a fait peur, la malaria continue à plus tuer encore. Et vous avez dit que 24% des cas sur notre continent, c'est quand même le Nigeria. Là, c'est plutôt pour interpeller les gens qui pensent que quand on a de l'argent, tous les problèmes sont réglés. Le Nigeria, je répète, a énormément d'argent dans ses caisses avec le pétrole, mais n'arrive pas à juguler, par exemple, la malaria. Ce que beaucoup de pays en Afrique, en Asie du Sud-Est, avaient réussi à faire, même s'il y a quelques résurgences. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une observation. Vous parlez de l'aide publique au développement. Je fais partie des gens qui n'y croient pas. Je suis pour la suppression de cette aide et je vais marquer dans les pas de Thomas Sankara qui avait dit, enfin qui dit plutôt, la meilleure aide c'est de nous aider à nous passer de l'aide. Il est démontré depuis fort longtemps, on n'a pas besoin d'être expert en économie, qu'en réalité cette aide profite à ceux qui prétendent aider. Les Belges et les Aïrois ont eu un débat sérieux en fin 89, qu'on avait appelé le débat de la clarification. Mobutu avait envoyé 3 au cadre du Zaïre en Belgique. Et il fut démontré que chaque franc belge investi ou placé aux Zaïre sous forme d'aide, ça repartait en Belgique 3 à 4 fois plus. Donc l'aide publique au développement, là, je n'y crois plus, c'est une religion que j'ai déjà quittée.
Alors, je vois que les autres bouillonnent, mais moi, je ne peux pas tout dire, je vais m'arrêter là. Vous dites, vous ne croyez pas aux malédictions. Ah, ben oui, c'est bien, je suis d'accord avec vous. Mais je vous trouve contradictoire parce que vous dites, l'Afrique est un continent béni. Et tous les Africains le disent, sauf ceux qui sont désespérés. Ceux qui meurent dans l'océan Atlantique, ceux qui meurent dans la Méditerranée, dans le désert, ils disent, Satan qui est vendu en Afrique, Nzambi qui est vendu en Poutou, Moukou Namoun en Poutou. Je ne sais pas comment vous expliquer cette, pour moi, contradiction. Vous ne croyez pas à la malédiction, mais dites en même temps que le continent est béni. Je m'arrête là, je sais que vous souffrez, j'ai encore beaucoup de questions. Attendez, pardon. Oui. Au lieu que je revienne sur la même question, j'apporte juste... Le même aspect? Voilà, le même aspect. D'accord. Alors je commencerai par le dernier aspect. Aspect. Non, mais il veut crever l'absent, en fait. Oui, bon, mais j'étais étonné d'ailleurs, quand vous l'avez dit. C'est comme un Africain qui oublie ce qu'il est. Nous avons des croyances. Nous avons une société très riche en matière de croyances. D'abord, chez vous, dans votre famille, vous en avez. Dire aux Congolais, par exemple, ne croyez pas à ceci, c'est s'occidentaliser. Alors que vous parlez à la jeunesse africaine qui vit ces réalités. Si le blanc ne les vit pas, en tout cas, nous les vivons. Est-ce l'Occident qui puisse être un modèle de développement pour l'Afrique? Il faut travailler les ménages. Non, la réalité nous a démontré ici. Même ceux qui me suivent, ils ne me diront pas que la sorcellerie n'existe pas. Elle est enseignée même à l'université. Elle fait des ravages. Je dis, mais elle fait des ravages. Je parle encore même africain dans des familles. Et c'est ça qui a suscité même la montée des églises, des blancs. Je m'étonne pourquoi vous parlez comme ça. Première question. Pourquoi vous parlez comme ça? Croyez-vous en cette Afrique-là, ancestrale? La dernière question, c'est celle qu'il vient de toucher. Depuis fort longtemps, l'Occident n'arrête pas d'aider l'Afrique. C'est presque le même schéma. On présente cette Afrique-là qui ne se retrouve pas. On présente un plan de développement qui n'est pas global. Les jeunes... Comme le fameux plan d'ajustement structurel. Que les jeunes se cherchent. La privatisation. À côté, il y a des aides. Mais moi, j'insiste, il a dit, la misère des Africains, nous savons, des jeunes surtout. Il faut vous dire clairement, l'Occident, que vous maîtrisez bien, a des plans de développement. Et le social, aujourd'hui, vous comprenez que l'homme devient même la matière, l'être humain. Et il y a même des pays où la femme est au parfum du développement de son pays. Mais la politique travaille pour rechercher le bien-être des populations. Mais comment dire à cette jeunesse qui doit aller se chercher elle-même alors que l'État travaille pour l'individu? Les matières premières appartiennent à l'individu. Le Congo est le citoyen. Et quand vous le dites, je sais, c'est un cri de cœur lancé à la jeunesse. Quand vous le dites, vous ne voyez pas que vous épargnez l'État de ses responsabilités. Vous dites responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes des États de la sous-région qui ont fait échec dans la construction de leurs économies. Ça, ils le savent, je le dis devant eux. Et nous le disons souvent. Ça ne vous inquiète pas? Et vous acceptez donc implicitement cela? Je n'ai pas compris ça comme lui, hein, comme vous dites. Hein. Voilà. C'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est ce que je dis. Vous avez une jeunesse qui souffre. Mais cette jeunesse a sa matière première. Il y a une politique qui devait gérer cette jeunesse, qui devait financer les actions. Vous demandez à cette jeunesse de ne pas regarder à toutes ces richesses à elle. Hein? D'essayer de débrouiller la vie. À qui appartient ces matières? Le système D. À qui appartiennent ces richesses? Et quel serait le rôle de l'État? Excusez-moi. Je vous inviterai à mon émission. Je vous invite. Merci beaucoup. C'est une pluie de questions, évidemment. Je vais essayer de répondre. Il répond. Sinon, oui. Je commence par la question sur la malédiction. Voilà. Je crois que c'est au niveau de la formulation que ça n'a pas été sûrement bien capté. Pour notre gouverne, je suis chrétien. Je l'ai perçu. Et donc, je suis même serviteur de Dieu. Ah, super. Donc, quand je dis que la malédiction n'existe pas, c'est une façon de dire, fais face à ce que tu appelles malédiction. Ta malédiction, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que tu es en chômage? Est-ce parce que les gens meurent toujours dans ta famille? Est-ce parce qu'il y a une maladie qui t'empêche de travailler? C'est quoi que tu appelles ta malédiction à toi? Quand tu l'as identifié, c'est ce que rentre dans la première phase des 10 ans, où tu fais une introspection. Tu dis, mais quels sont mes obstacles en réalité? Parce qu'il y a du dit. Il y a du dit
et dans les familles qui parfois, il faut aller au bout de la chose pour savoir exactement c'est quoi. Tout à l'heure, je crois dans mes interventions, je disais, mais quand on aurait surmonté la peur des sorciers, tu peux aller au village planter tes arbres. Parce que pour arriver à la phase où d'aller planter l'arbre dans ton village, il faut d'abord que tu comprennes est-ce qu'il y a une peur contre cette sorcellerie, contre cette réalité, ainsi de suite. Donc je me dis, cette malédiction, la malédiction, elle est peut-être individuelle, perçue individuellement ou familialement. Et que j'interpelle le jeune, s'il pense qu'il est maudit ou la famille est maudite, qu'il identifie c'est quoi, c'est quel type de malédiction. Ça se manifeste comment, cette malédiction? Une fois qu'ils sont sur le profil de cette malédiction, je suis sûr qu'ils vont trouver la solution à cela. Parce que, comme la maladie. Voilà. Quand le diagnostic est bien fait, on peut trouver le bon traitement. Tout à fait. Très bien. Mais ça ne peut être un obstacle pour avancer. Maintenant, la malédiction qu'on appellerait la malédiction de l'Afrique, celle-là, je crois que tous on l'a comprise. Ce sont les richesses naturelles de l'Afrique qui sont sa malédiction. Et ça amène à la question de l'aide publique au développement, qui est une question réelle. Parce que, bon, voilà, de par ma profession, je ne vais pas rentrer par là, mais je crois que ce dont on a besoin, c'est d'avoir la compétence qu'il faut en Afrique. Et que la part du gouvernement ou des gouvernants viendra. Parce qu'on va les associer avec ce qu'il y a de disponible pour leur dire, voici les pistes pour accompagner les pays. Donc, bref, ce que vous dites à la jeunesse... Un petit complément. Ce que vous dites, vous allez compléter. Ce que vous dites à la jeunesse africaine... Sur cette question, juste sur cette question. Romik, quand j'étais étudiant au Maroc, rapidement, je posais des questions à tous mes amis africains, tous mes frères. 6 petites minutes. Et voici ce que les Bamilékés en particulier et les Camerounais me disaient. Nos parents nous élèvent en nous disant l'État n'existe pas. À la maison, les parents disent aux enfants camerounais l'État n'existe pas. Je suis là, compte sur moi. Maman est là, compte sur elle. Si on n'est plus là, tu te débrouilles. C'est pourquoi il y a ce dynamisme camerounais. Voilà. Attendez, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Encore vous avez la parole. Il nous reste 6 petites minutes à se partager. Donc ce que vous dites à la jeunesse africaine, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça. En partie. Commence. Voilà. Et puis, il y aura bien... Une fois que vous avez commencé, vous verrez les opportunités vont s'ouvrir. Oui, vous savez, moi je me dis, Christella, pardon. Avec le temps qui nous reste, est-ce qu'il faudrait vraiment que je pose ma question? Il faut poser. Nous sommes dans une on reviendra pour une deuxième partie de cette émission. Nous sommes dans une société humaine, et j'entends par société humaine un territoire où l'on retrouve des humains en interdépendance. C'est-à-dire que moi je dépends de Christella dépend de moi. Donc à un moment donné, mon bonheur pourrait passer plus ou moins par Christella. Et autre chose, j'entends par politique gérer la cité. L'homme politique a pour devoir de gérer la cité et le citoyen en vue du bonheur de cette cité et du citoyen. Donc, c'est vrai, s'adresser à la jeunesse africaine, moi je suis d'accord avec vous, mais mettre de côté l'État, à mon sens, j'ai l'impression que vous tirez à blanc sur le problème que vous aimeriez résoudre. Vous voyez? Quand on voit par exemple le Nigeria, regardez par exemple le Nigeria, aujourd'hui en matière de cinéma, en matière de musique, le Nigeria évolue. Mais le gouvernement, permettez-moi de vous le dire comme ça, renseignez-vous, le gouvernement nigérien a mis les moyens. Et moi, je suis artiste, j'ai des amis artistes, je suis dans la jeunesse. Mais je vous assure que c'est compliqué. Les nôtres sont des vanités. C'est compliqué. Donc, à un moment donné, il faudrait que la politique, monsieur Alexis, je vais finir parce que ce que je dis est très important. À un moment donné, le gouvernement doit se transcender au-delà des priorités, des besoins personnels. Le gouvernement, je le dis, je sais de quoi je parle, je pèse mes mots. Il faut mettre des conditions pour promouvoir le génie congolais. Tout seul, c'est pas évident qu'un site. Moi, je connais des mecs qui sortent le matin, ils savent même pas comment manger. Ils se mettent à chercher ici et là, mais c'est compliqué. Il faut de l'entraide, en fait. Il y a des réalités beaucoup plus profondes
que, je ne sais pas si vous les maîtrisez, mais nous les maîtrisons. Je suis dans la jeunesse, je sais de quoi je parle et je sais ce que je vois tous les jours. Dans la deuxième partie de cette émission, quand nous reviendrons, donc, ça sera à nous d'ouvrir le bal. Et l'auteur va nous répondre. Et vous savez qu'il y a... Il reste des miettes, oui. Je sais que vous avez encore des choses et d'autres. Non, mais c'est un sujet assez important. Mais oui, mais le temps. C'est-à-dire nous aurons une deuxième partie où quand nous reviendrons tel que nous sommes là, c'est nous qui ouvrons le bal directement par nos questions et tout ça. L'auteur est disponible pour nous répondre. Alors, Arnette, vous parlez aussi comme ça, ça va lui permettre. Christella, pardon. Mais moi, j'aime Arnette, pourquoi? Donc, Christella, voilà. L'idéal démocratique s'est transformé en idéal matérialiste, qui fait bien souvent le lit de la malgouvernance, des détournements de fonds des caisses de l'État, de la course à l'enrichissement rapide et illicite. Toutes ces choses laissent à penser et à croire finalement que la politique est le plus court chemin qui ouvre la porte au bonheur et à la réussite sociale. Moi, en lisant... Il n'a pas dédouané l'État. Moi, en lisant cela, oui, c'est une réalité parfaitement bien décrite, mais seulement que moi, en tant que Congolais, en tant que Congolaise, si jamais j'ai une opportunité à aller dans la politique, ce sera mon plus court chemin pour pouvoir fuir la pauvreté, pour pouvoir fuir ma situation actuelle. Malgré cette réalité, je pourrais quand même aller faire la politique pour pouvoir rapidement, en moins de 5 ans, en moins de 2 ans, en moins de 3 ans, pouvoir offrir une parcelle à en un claquement de doigts, de venir riche. On a tous envie de construire des maisons aussi, avoir des voitures. Exactement. Et donc, en le disant ici, quel est le conseil qu'on pourrait donner à cette jeunesse pour pouvoir résister à cette tentation tellement forte? Parce qu'en allant à la politique, c'est une réalité. En moins de temps, j'ai mes millions. Pourquoi est-ce que je n'irai pas là-bas? Laurent Mascangoma, vous avez 30 secondes pour dire quelque chose à ces deux jeunes-là. En attendant la deuxième émission. En attendant la deuxième partie, parce qu'on vous fera revenir obligatoirement. Absolument, et à cette deuxième partie, vous aurez à répondre à toute la pluie de questions qu'on n'a pas pu vous poser aujourd'hui. Que direz-vous à ces deux jeunes qui ont touché de la politique? Parce que ça nous demande aussi, ça nous inspire aussi ce titre. Normalement, ça devait être lettre ouverte aux hommes politiques africains. Que direz-vous? Pour atterrir aussi, justement. Ok, merci bien, mais je crois que les gouvernants ne sont pas épargnés dans ce livre. Quand vous lirez le livre, il y a la partie qu'on appelle « Qui l'aurait cru ?» Vous allez constater que, à la limite, on les a beaucoup écorchés dedans. Super. La question la plus importante est celle que les jeunes frères et la jeune sœur posent. Aller en politique parce qu'on veut s'enrichir, c'est contribuer à détruire l'Afrique et l'avenir. Parce qu'on sait déjà qu'en allant là-bas, les pratiques qui sont là vont continuer à perpétuer ce que nous décrions aujourd'hui. Et la question est que nous avons besoin d'une jeunesse africaine consciente qui est capable de jouer le rôle de leader d'ici 30 ans. Et donc c'est là où, comme je l'ai dit, que le débat continue, que nous puissions poser les vrais problèmes et que nous puissions trouver des solutions, les pistes de solutions ensemble. Il y aura une phase avec la jeunesse, mais ensuite il y aura la phase où les gouvernants doivent prendre à bras le corps toutes ces propositions-là pour voir comment avancer. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, il y a à boire et à manger sur ce plateau. Forte nous est de préparer une deuxième partie pour cette émission, c'est promis. Mais pour atterrir rapidement avec la permission de la direction des programmes, à chaque génération, sa mission. Oui, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ici, Laurent Mascangoma vient nous inciter à la remplir. Très chères jeunes africaines, très chers jeunes africains, l'Afrique serait-elle encore et toujours mal partie? Il dit, je ne le pense pas. Tout simplement, il y a des choix à faire, il y a des choses qui restent à corriger par les nouvelles générations de jeunes que vous êtes. Et ce, à travers des opportunités qui s'offrent à vous. À vous de mieux jouer votre partition. Une multitude de défis vous reste à relever. Vous devez attaquer les maux à la racine en vue de trouver les causes profondes et réelles de la souffrance perpétuelle de l'Afrique, votre continent. Il est clair que la tâche ne sera pas facile, mais dure, laborieuse et ardue.
on est tenté de continuer, mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission, en tout cas, à la fin de la première partie, et la promesse est donnée que nous reviendrons tel que nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, très prochainement. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.